La malédiction de Yig par Zealia Bishop. En 1925, je me rendis dans l'Oklahoma à la recherche d'histoires de serpents, et je n'en suis revenu qu'avec une frayeur pour ces reptiles qui me durera jusqu'à la fin de mes jours. Je reconnais que c'est idiot, puisqu'il y a des explications naturelles à tout ce que j'ai vu et entendu, mais cette terreur ne m'en possède pas moins. S'il n'y avait rien eu d'autre que la vieille histoire, je n'aurais pas été aussi durement secoué. Mon travail comme ethnologue spécialisé dans les questions concernant les Indiens d'Amérique m'a cuirassé contre tous les genres d'extravagances légendaires, et je connais des blancs qui pourraient battre les peaux rouges à leur propre jeu quand on en vient aux inventions fantaisistes. Mais je ne puis oublier ce que j'ai vu de mes yeux à l'asile de fous de Guthrie. J'y ai été parce que certains colons pris parmi les plus anciens m'avaient dit que j'y trouverais quelque chose d'important. Ni les Indiens ni les Blancs ne discuteraient les légendes du dieu serpent dont j'ai trouvé la trace. Les nouveaux arrivants, attirés par le boom du pétrole, naturellement, ne connaissaient rien de ces questions, tandis que les peaux rouges et les vieux pionniers étaient visiblement terrifiés quand je leur en parlais. 6 ou 7 personnes au plus ont parlé de cet asile, et encore en veillant à ne pas élever la voix. Mais ces derniers disaient que le docteur McNeil pouvait me montrer une relique terrible et me dire tout ce que je désirais savoir. Ce docteur pouvait expliquer pourquoi Yig, ce demi-humain père des serpents, provoque la terreur et fait fuir dans les centres de l'Oklahoma. Et pourquoi les vieux colons frissonnent quand on évoque le secret des orgies des Indiens qui rendent épouvantables les journées et les nuits d'automne avec les percussions ininterrompues des tam-tams dans les lieux déserts. C'est comme un chien de chasse prenant le vent que j'arrivais à Guthrie, car j'avais passé bien des années à recueillir des documents sur l'évolution du culte du serpent chez les Indiens. J'avais toujours eu l'impression, d'après ce qu'on pouvait avec un peu de netteté sentir de sous-jacent dans les légendes et l'archéologie, que le grand Quetzalcoatl, le serpent dieu débonnaire des Mexicains, avait eu un prototype plus ancien et plus noir, et au cours de ces derniers mois, j'en avais eu presque la preuve à la suite d'une série de recherches dans une région s'étendant du Guatemala aux plaines de l'Oklahoma. Mais tout cela restait incomplet. C'était simplement une invitation à des recherches plus approfondies, mais de l'autre côté de la frontière, le culte du serpent s'entourait de crainte et de clandestinité. Il semblait à présent qu'une nouvelle et abondante source de documentation était sur le point de jaillir, et je cherchais le chef de l'asile avec une ardeur que je ne tentais pas de dissimuler. Le docteur McNeil était un petit homme rasé de près, d'un âge plutôt avancé. Je vis immédiatement en l'entendant parler et en observant son comportement qu'il était d'une érudition considérable dans bien des domaines étrangers à sa profession. Grave et hésitant au premier exposé de mon propos, il prit une expression pensive en examinant avec soin mes références et les lettres d'introduction que m'avait données aimablement un vieil agent ex-indien. « Ainsi vous avez étudié la légende de Yig », dit-il sur un ton sentencieux. « Je crois que beaucoup de nos ethnologues de l'Oklahoma ont essayé d'établir une corrélation entre cette légende et Quetzalcoatl, mais je ne crois pas qu'aucun d'entre eux ait tracé aussi bien les échelons intermédiaires. Vous avez fait un travail remarquable pour un homme aussi jeune que vous paraissez l'être. Et vous méritez certainement que nous vous fassions bénéficier de toute la documentation que nous pourrons vous donner. Je ne pense pas que le vieux Major Moore ni aucun des autres vous ait dit ce que nous avons ici. Il n'aime pas en parler et moi non plus. C'est très tragique et très horrible, mais c'est tout. Je refuse de le considérer en rien comme surnaturel. Il y a à son sujet une histoire que je vous raconterai après l'avoir montrée, une histoire triste et diabolique, mais je ne qualifierai pas ça de magique. Elle prouve seulement le pouvoir qu'exerce sur certaines gens le fait de croire. Je reconnais qu'il y a des moments où je ressens un frisson qui n'est pas exclusivement physique. Mais dans la journée, j'attribue tout cela aux nerfs. Je ne suis plus tout jeune, hélas. Pour en venir au vif du sujet de la chose que j'ai ici, et ce que vous pourriez appeler une victime de la malédiction de Yig, une victime vivante au sens physique du terme. Nous ne laissons pas la masse des infirmières le voir, bien que pour la plupart, elles sachent que cela est là. Il y a juste 2 types, bien équilibrés, qui ont charge de le nourrir et d'entretenir son longement. Il y en avait 3, mais ce brave vieux Stephens est décédé il y a quelques années. Je pense que je vais devoir utiliser assez prochainement un nouveau groupe, ou changer beaucoup, car à nos âges, nous ne pouvons pas durer éternellement. La morale qui prévaudra dans un proche avenir nous permettra peut-être de lui accorder une libération impitoyable. Avez-vous vu, quand vous montiez l'allée, cette fenêtre isolée du sous-sol avec une vitre en verre dépoli? C'est là que se trouve la chose en question.
Je vous y emmène dès à présent. Vous n'avez besoin de faire aucun commentaire. Regardez simplement à travers le panneau mobile de la porte et remerciez le ciel qu'il n'y ait pas davantage de lumière. Ensuite, je vous raconterai l'histoire, ou ce que j'ai pu en reconstituer. Nous descendîmes l'escalier très tranquillement, en suivant les couloirs de ce sous-sol apparemment désert. Nous ne parlions pas. Le docteur McNeil déverrouilla une porte d'acier peinte en gris, mais c'était seulement une cloison derrière laquelle se trouvait un autre couloir. Puis nous avons fini par nous arrêter devant une porte marquée B116. Nous avons ouvert un petit panneau d'observation que nous ne pouvions utiliser qu'en nous haussant sur la pointe des pieds et donner plusieurs coups de poing sur le métal peint, comme pour réveiller le locataire, quel qu'il fût. Une vague puanteur s'était dégagée par l'ouverture au moment où le docteur l'avait démasqué, et j'eus l'impression que les coups qu'il avait frappés avaient provoqué une sorte de réponse faible et sifflante. Finalement, il me fit signe de le remplacer devant le voyeur, et je m'exécutai avec un tremblement sans fondement et qui augmentait. La fenêtre de verre dépoli munie de barreaux était au niveau du sol, à l'extérieur, et ne laissait pénétrer qu'une lumière faible et hésitante. Et je dus regarder dans cette tanière malodorante pendant plusieurs secondes avant de voir ce qui rampait et se tortillait sur le sol, recouvert de paille, tout en poussant de temps en temps un autre sifflement faible et dépourvu de signification. Alors le contour noyé dans l'ombre commença à se préciser, et je vis que cette chose qui se tortillait avait quelque lointaine ressemblance avec une forme humaine couchée sur le ventre. Je me rattrapai à la poignée de la porte pour essayer de ne pas m'évanouir. L'objet qui bougeait sous nos yeux avait presque la taille d'un être humain et était complètement nu. Il était rigoureusement dépourvu de poils, et son dos d'une couleur plutôt fauve paraissait vaguement squameux dans cette lumière vague et spectrale. Autour des épaules, la chose était brunâtre et tachetée. La tête était très curieusement plate. Comme elle la levait pour siffler dans ma direction, je vis que les petits yeux noirs percés en vrille étaient abominablement anthropoïdes, mais je ne pus supporter de les examiner longtemps. Ils me fixaient avec une persistance horrible, si bien que je me hâtais de refermer le panneau et de laisser cette créature se tortiller dans tous les sens sans être vue, dans sa paille emmêlée et sous cette lumière crépusculaire. J'ai dû défaillir un peu, car je vis que le docteur me tenait doucement le bras en me guidant vers l'extérieur. Je ne cessais de bégayer. Mais pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Je m'étendis devant lui dans un fauteuil confortable de son bureau personnel, et le docteur McNeil me raconta l'histoire. Le cramoisi et l'or de la fin de l'après-midi avaient été remplacés par le violet du crépuscule, mais j'étais toujours aussi horrifié, incapable de bouger. Chaque sonnerie du téléphone, chaque bourdonnement du vibreur me faisait mal. J'aurais pu maudire les infirmières et les internes qui frappaient de temps à autre et faisaient passer le docteur dans le premier bureau. La nuit vint et je fus heureux que mon hôte allume tous les éclairages. Tout savant que je fusse, mon zèle pour la recherche était à moitié oublié au moment de ces poussées de terreur à vous couper le souffle. Le petit garçon à qui on raconte à voix basse des histoires de sorcières au coin de la cheminée doit éprouver quelque chose de semblable. Il semblerait que Yig, le serpendier des tribus des plaines centrales, qui se trouve probablement à l'origine de Quetzalcoatl ou Kukulkan, plus méridionaux, était un démon étrange, à moitié anthropomorphique, d'un caractère hautement arbitraire et capricieux. Il n'était pas complètement mauvais, mais habituellement bien disposé à l'égard de ceux qui lui témoignaient un respect convenable, ainsi qu'à ses enfants, les serpents. Mais à l'automne, il devenait d'une voracité anormale, et l'on devait l'écarter au moyen de rites qui convenaient. C'est pourquoi les tam-tams ne cessaient d'être martelés, semaine après semaine, en août, septembre, octobre, dans la région de Pawnee, Wichita et Caddo. Et pour cette même raison, les sorciers faisaient des bruits étranges comportant des percussions et des sifflements ressemblant curieusement à ceux des Aztèques et des Mayas. La caractéristique principale de Yig était son dévouement sans réserve à ses enfants, un dévouement si grand que les peaux-rouges avaient presque peur de se protéger contre les serpents à sonnettes venimeux qui infestaient la région. Des contes terrifiants et transmis en secret faisaient allusion à sa vengeance sur la personne des mortels qui le narguaient ou qui faisaient du mal à sa progéniture rampante. La méthode qu'il choisissait consistait à métamorphoser sa victime après les tortures qui convenaient en serpent tacheté. Dans l'ancien temps, sur le territoire indien, continua le docteur, on n'entourait pas Yig de tant de secrets. Les tribus des plaines moins prudentes que les nomades du désert et les pueblos parlaient tout à fait librement de leurs légendes et des cérémonies d'automne avec les premiers agents indiens
et laissait se répandre à travers les régions avoisinantes d'établissements, des Blancs, une quantité considérable de légendes. La Grande Peur se déclencha en 89, à l'époque de la ruée vers les terres, lorsque la rumeur d'incidents extraordinaires s'était répandue, et ces rumeurs avaient été confirmées par des preuves qui semblaient affreusement tangibles. Les Indiens disaient que les nouveaux Blancs ne savaient pas comment se comporter avec Yig, et ensuite les colons en arrivèrent à prendre cette théorie pour argent comptant. Maintenant, aucun homme de l'ancien temps du milieu de l'Oklahoma, blanc ou rouge, ne pouvait être amené à dire un mot à part de vagues allusions sur le serpent-dieu. Cependant, après tout, ajoutait le docteur en insistant d'une façon presque inutile, la seule horreur vraiment authentifiée appartenait au domaine de la tragédie pitoyable, plutôt que l'ensorcellement. C'était entièrement matériel et cruel, même dans la dernière phrase qui avait provoqué tant de discussions. Le docteur McNean marqua un temps pour s'éclaircir la voix, avant d'aborder son histoire particulière, et je ressentis un frisson, comme lorsque, au théâtre, le rideau se lève. Cela avait commencé lorsque Walker Davis et sa femme Audrey avaient quitté l'Arkansas pour s'installer dans les concessions nouvellement ouvertes pendant le printemps de 1889, et la fin était survenue dans le pays des Wichita, au nord du fleuve Wichita, dans ce qui est à présent le pays de Caddo. Il y a là maintenant un petit village qui s'appelle Binger, et qui est traversé par le chemin de fer, mais autrement l'endroit a moins changé que d'autres parties de l'Oklahoma. C'est encore une région de fermes et de ranchs très fertile à cette époque, car les grands champs pétrolifères se trouvent relativement loin. Walker et Audrey étaient arrivés du comté Franklin dans les Ozarks, dans un chariot bâché, avec 2 mules, un chien très vieux et incapable, du nom de Wolf, et leurs ustensiles de ménage. C'étaient des gens des collines typiques, assez genoux et peut-être un peu plus ambitieux que la plupart. Ils espéraient en échange de leur dur travail un rendement meilleur que ce qu'ils avaient obtenu en Arkansas. Ils étaient tous les deux minces, osseux. L'homme blond, yeux gris, la femme petite et plutôt brune, avec des cheveux noirs et raides, laissant supposer un léger mélange de sang indien. En général, ils n'avaient rien de particulièrement remarquable, et, sauf sur un point, leur histoire aurait pu ne pas être différente de celle de milliers d'autres pionniers qui avaient afflué à ce moment-là dans le pays. Ce point, c'était la peur presque maladive que Walker avait des serpents. Certains l'attribuaient à des causes prénatales, d'autres disaient qu'elle provenait d'une sombre prophétie sur sa mort, par laquelle une vieille squaw avait voulu le terrifier quand il était tout petit. Quelle qu'elle fût la cause, l'effet était très marqué, car en dépit du courage qu'il affichait en général, la seule allusion à un serpent le faisait défaillir et pâlir. La simple vue d'un spécimen même minuscule produisait chez lui un choc, le menant parfois sur la crise de convulsion. Les Davis s'embarquèrent au tout début de l'année, dans l'espoir d'être rendus sur leur terre pour les labours du printemps. Le voyage était lent, les routes étaient mauvaises dans l'Arkansas, tandis que, dans le territoire, il y avait de grandes étendues de collines successives et de landes rouges, sablonneuses, sans route d'aucune sorte. Le terrain devenant plus plat, le changement que cela présentait avec les montagnes de leur pays les déprimait plus, peut-être, qu'ils ne s'en rendaient compte. Mais ils trouvèrent les gens des agences indiennes très affables, tandis que la plupart des Indiens installés leur paraissaient amicaux et polis. De temps en temps, ils rencontraient un camarade pionnier avec qui ils échangeaient, généralement des plaisanteries un peu crues, et exprimaient leur rivalité amicale. Étant donné la saison, on ne voyait pas beaucoup de serpents, si bien que Walker n'eut pas à souffrir de son infirmité. Aux premières étapes du voyage, en outre, il n'y eut pas de légendes indiennes sur les serpents pour venir le troubler, car les tribus transplantées du sud-est ne partageaient pas les croyances plus primitives de leurs voisins occidentaux. Comme par une fatalité, il y avait, à Okmulgee, dans le pays Creek, un homme blanc qui donna aux Davis le premier aperçu des croyances concernant Yig. Aperçu qui eut sur Walker un effet curieusement fascinant et qui l'amena à poser ensuite très librement ses questions. Avant longtemps, la fascination de Walker s'était transformée en terreur de la pire espèce. Chaque fois qu'il campait pour la nuit, il prenait les précautions les plus extraordinaires. Il débroussaillait partout où il trouvait de la végétation. Il évitait les endroits rocheux toutes les fois qu'il le pouvait. Le moindre bouquet d'arbustes rabougris, toutes les failles dans les grands rochers plats lui paraissaient à présent susceptibles de dissimuler des serpents de l'espèce la plus dangereuse, tandis que tout personnage humain ne faisant pas ostensiblement partie d'une concession ou d'un convoi d'émigrants lui apparaissait comme un serpent-dieu en puissance, jusqu'à ce qu'il se soit aperçu du contraire en l'examinant de près. Par bonheur, il ne se produisit dans cette partie de leur parcours aucune rencontre troublante pour secouer davantage ses nerfs.
En approchant du pays Kickapoo, ils trouvèrent de plus en plus difficile d'éviter les camper à proximité des rochers. Finalement, cela cessa complètement d'être possible et le pauvre Walker en fut réduit à l'expédient puéril, consistant à psalmodier quelques-unes des incantations campagnardes des anti-serpents qu'il avait apprises dans son enfance. 2 ou 3 fois, il avait aperçu réellement un serpent, et cela ne l'aida pas à conserver son sang-froid. Au 22e soir du voyage, un vent violent rendit impératif, pour la protection des mules, de camper dans un endroit aussi abrité que possible. Audrey persuada son mari de profiter d'une falaise qui s'élevait d'une manière peu courante au-dessus du lit desséché d'un ancien affluent de la Canadian River. Il n'aimait pas le côté rocheux de l'endroit, mais accepta, pour cette fois, de faire exception à la règle. Il conduisit les animaux à contre-cœur vers la pente protectrice, quand la nature du sol n'en aurait pas permis au chariot d'approcher. Pendant ce temps, Audrey examina les rochers à proximité du chariot, remarqua le reniflement singulier de leur vieux chien fatigué. Elle prit un fusil, partit derrière lui et ne tarda pas à remercier sa bonne étoile d'avoir devancé Walker dans sa découverte. Car il y avait là, niché entre 2 blocs de rochers, une chose qui n'aurait pas été bon pour Walker de voir. On ne voyait qu'un morceau levé sur lui-même, mais cela comprenait peut-être jusqu'à 3 ou 4 éléments séparés. C'étaient des choses qui grouillaient paresseusement, et qui ne pouvaient être que des serpents à sonnettes nouveau-nés dans leur nid. Préoccupée avant tout d'éviter à Walker un choc éprouvant, Audrey n'hésita pas à agir. Elle saisit solidement le fusil par le canon et donna à plusieurs reprises des coups de crosse sur les choses qui se tortillaient. Cela lui inspirait une vive répugnance, mais n'atteignait pas le niveau de la véritable peur. Finalement, elle put constater que sa tâche était accomplie. Elle se retourna pour nettoyer la massue improvisée dans le sable rouge et l'herbe sèche qui se trouvait à côté. Elle se dit qu'elle devait recouvrir le nid avant que Walker ne revienne, ayant mis les mules à la tâche. Le vieux Wolf, toute vieille relique chancelante issue du croisement d'un chien de berger et d'une lignée de coyotes qu'il était, s'était volatilisé, et elle craignit qu'il n'eût été chercher son maître. Ses craintes étaient fondées, car elle entendit aussitôt un bruit de pas. En une seconde, Walker avait tout vu. Audrey fit un geste pour le rattraper au cas où il se serait évanoui, mais il vacilla et rien de plus. Alors l'expression de pure frayeur qui s'était peinte sur sa face exsangue se transforma lentement en un mélange de crainte et de colère. Il se mit à faire des reproches à sa femme d'une voix tremblante. « Pour l'amour du ciel, Aude, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? N'as-tu pas entendu tout ce qu'on t'a dit sur le diable serpent Yig? Tu aurais dû me le dire et on serait partis. Tu ne sais pas qu'il y a un dieu démon qui se venge quand tu fais du mal à ses enfants? Pourquoi crois-tu que les Indiens font toutes ces danses et battent leurs tambours en automne? Ce pays est maudit, je peux te le dire, parce que tous ceux qui en ont parlé depuis qu'on est ici disent pareil. Yig commande ici, et il sort à chaque automne pour choisir ses victimes et les transformer en serpents. Pourquoi, Aude, aucun Indien de l'autre côté de la Canadienne n'accepterait de tuer un serpent ni pour or ni pour argent? Dieu seul sait le mal que tu t'es fait à toi, ma fille, en écrasant toute une nichée d'enfants de Yig. Qu'il t'aura, c'est sûr, tôt ou tard. À moins que je puisse acheter un charme à l'un des sorciers indiens. Il t'aura, Aude. Aussi sûr qu'il y a un dieu au ciel, il viendra pendant la nuit et te transformera en un serpent rampant et tacheté. Pendant toute la fin du voyage, Walker ne cessa de l'accabler de reproches terrifiés et de prophéties. Ils traversèrent la Canadian River près de Newcastle, et peu après ils rencontrèrent les premiers des véritables Indiens des plaines qu'ils avaient vus. Un parti de Wichita sauvages, dont le chef leur parla librement sous l'influence du whisky qu'il lui avait offert, et apprit au pauvre Walker une interminable formule magique de protection, en échange d'une bouteille d'un quart du même liquide qui apporte l'inspiration. Vers la fin de la semaine, le site choisi dans le pays Wichita était atteint, et les Davis se hâtèrent de tracer leurs limites et d'exécuter le labour du printemps avant même de commencer à construire une cabane. La région était plate, terriblement éventée, pauvre en végétation naturelle, mais cultivée, elle promettait d'être très fertile. Des affleurements de granit tranchaient par endroits sur un sol de grès rouge désagrégé, et, çà et là, un grand rocher plat s'étendait à la surface du sol, comme un plancher fait de la main de l'homme. Il semblait y avoir très peu de serpents, ni de tanières possibles pour eux. Si bien qu'à la fin, Audrey persuada Walker de bâtir leur cabane, composée d'une seule pièce, sur une vaste pierre, nue, lisse et plate. Avec un tel sol, et avec un foyer de bonne dimension, on pouvait défier les temps les plus humides, mais il devient bientôt évident que l'humidité n'était pas le caractère saillant du secteur.
Des troncs furent amenés dans le chariot de la ceinture boisée la plus proche, à bien des kilomètres en direction des montagnes Wichita. Walker bâtit sa cabane à grande cheminée et sa grange rudimentaire avec l'aide d'autres colons, bien que le plus proche se trouvât à près de 2 kilomètres. En échange, il aida à des travaux similaires ceux qui l'avaient aidé, si bien que de nombreux liens d'amitié s'établirent entre les nouveaux voisins. Il n'y avait pas de ville digne de ce nom plus proche que El Reno, à 45 km, ou davantage par le chemin de fer en direction du nord-est. Et au bout de quelques semaines seulement, la population de ce secteur était devenue très unie, malgré sa grande dispersion. Les Indiens, dont un petit nombre s'étaient mis à installer dans des ranchs, étaient pour la plupart inoffensifs, bien que quelquefois querelleurs, lorsqu'ils étaient emportés par le stimulant liquide qui bravait toutes les interdictions gouvernementales pour parvenir jusqu'à eux. De tous leurs voisins, les Davis trouvèrent que Joe et Sally Compton, qui, comme eux, venaient de l'Arkansas, étaient les plus serviables et présentaient avec eux le plus d'affinité. Sally vit toujours. Elle est à présent connue sous le nom de Grandma Compton, et son fils, Clyde, qui était alors un bébé qu'on porte dans les bras, est devenu l'un des personnages dirigeants de l'État. Sally et Audrey se rendaient souvent visite, car leur cabane n'était distante que de 3 km, et pendant les longs après-midi du printemps et de l'été, elles se racontaient plus d'un conte du vieil Arkansas, et plus d'un potin sur leur nouveau pays. Sally était très compatissante pour la faiblesse de Walker à l'égard des serpents, mais elle fit peut-être plus pour aggraver que pour traiter la nervosité qu'Audrey contractait parallèlement du fait des incessantes prières et prophéties de celui-ci au sujet de la malédiction de Yig. Elle avait un répertoire peu commun d'affreuses histoires de serpents et produisait une impression particulièrement lugubre avec son chef-d'œuvre reconnu, l'histoire d'un homme du comté de Scott qui avait été mordu par toute une horde de serpents à sonnette, simultanément, et que le venin avait fait gonfler si monstrueusement que son corps avait fini par éclater en produisant une détonation. Inutile de le dire, Audrey ne rapporta pas cette anecdote à son mari, et elle supplia les Compton de veiller à ne pas la répandre dans le voisinage. Il faut dire, à l'éloge de Joe et de Sally, qu'ils exaucèrent cette prière avec la plus complète exactitude. Walker sema son maïs de bonne heure et au beau milieu de l'été gagna encore du temps en engrangeant une belle récolte de foin, provenant des prairies naturelles de la région. Avec l'aide de Joe Compton, il creusa un puits qui donnait en quantité modérée une eau excellente, mais il projetait de forer par la suite un puits artésien. Il n'eut pas à affronter beaucoup de menaces de la part des serpents et rendit sa terre aussi inhospitalière que possible pour ses visiteurs rampants. Très fréquemment, il allait à cheval jusqu'au groupe de huttes coniques couvertes de chaumes qui constituent le village principal de Wichita, et il parlait longuement avec les anciens et les chamans du serpent-dieu et des moyens de calmer son courroux. Des talismans étaient toujours prêts à être échangés contre du whisky, mais la plus grande partie des renseignements qu'il recueillait était loin d'être rassurants. Yig est un grand dieu. C'est un sorcier malfaisant, il n'oublie rien. En automne, ses enfants ont faim et sont déchaînés. Yig, lui aussi, a faim et est déchaîné. Toutes les tribus font des charmes contre Yig dès que la saison de la récolte du maïs arrive. On lui donne du maïs, on danse les danses qu'il faut au son de la petite flûte, de la crécelle et du tambour. On ne cesse de marteler les tambours pour éloigner Yig. On implore l'aide de Tirawa, dont les enfants sont les hommes comme les serpents sont les enfants de Yig. C'est mauvais que la squaw de Davis ait tué les enfants de Yig. Quand arrivera la récolte du maïs, que Davis dise les formules magiques. Un grand nombre de fois. Yig et Yig. Yig est un grand dieu. Vers l'époque de la récolte du maïs, Walker avait réussi à mettre sa femme dans un déplorable état nerveux. Ses prières, les incantations qu'on lui avait apprises étaient devenues intolérables, et quand débutèrent les cérémonies rituelles des Indiens, on commença à entendre, amené de loin par le vent, le martèlement incessant des tam-tams, un sinistre fond sonore. Ce vacarme étouffé qui ne cessait de se répandre par-dessus les vastes plaines rouges était affolant. Cela ne cesserait donc jamais. Jour et nuit, semaine après semaine, les tam-tams se répondaient inlassablement avec autant de persistance que les vents chargés de poussière rouge qui apportaient leur vacarme. Audrey en était plus excédée que son mari, car lui y voyait comme compensation une protection. C'est dans le sentiment qu'il avait là un puissant et intangible rempart contre le mal qu'il rentra à sa récolte de maïs, prépara cabane et étable pour l'hiver qui s'annonçait. L'automne fut d'une douceur anormale, et sauf pour leur cuisine rudimentaire, les Davis n'eurent guère à utiliser leur âtre de pierre que Walker avait construit avec tant de soin. Il y avait dans ces nuages de poussière brûlante quelque chose d'insolite qui affectait les nerfs de tous les colons,
mais avant tout d'Audrey et de Walker. L'idée d'une malédiction du serpent qui planait et les rythmes étranges, incessants des tambours indiens, là-bas au loin, se combinaient dangereusement et n'importe quel élément bizarre venait s'y ajouter rendait la situation tout à fait intolérable. En dépit de cet état de tension, plusieurs petites fêtes réunirent les gens dans la cabane des uns ou des autres dès que la récolte fut terminée. Dans le monde moderne, ces rites curieux de la moisson aussi anciens que l'agriculture humaine étaient ainsi conservés avec naïveté. Lafayette Smith, qui venait du Missouri du Sud et avait une cabane à environ 5 km à l'est de celle des Walker, était un violoniste très passable, et les airs qu'il jouait firent beaucoup pour permettre aux assistants d'oublier le martèlement monotone et lointain des tam-tams. Alors la Toussaint approcha et les colons projetèrent une autre festivité, qui, cette fois-ci, le savaient-ils seulement, avait une origine plus reculée que l'agriculture elle-même. Le terrible sabbat des sorcières, des pré-ariens primitifs, maintenu vivant à travers les siècles dans l'obscurité des bois secrets à minuit, et laissant encore paraître un aspect vaguement terrible sous un masque moderne de comédie et de légèreté. La veille de la Toussaint tombait un jeudi, et les voisins furent d'accord pour que les premières réjouissances se déroulent chez les Davis. C'est le 31 octobre que prit fin la vague de chaleur. Le matin, le ciel était gris et plombé. Vers midi, les vents qui n'avaient pas cessé, d'abord desséchants, devinrent aigres. Les gens se mirent à frissonner, d'autant plus qu'ils n'étaient pas préparés à ce rafraîchissement. Le vieux chien de Walker Davis, Wolf, se traîna péniblement à l'intérieur de la maison pour prendre place à côté de l'âtre. Mais les tambours lointains continuaient à se faire entendre, et la population blanche était toujours aussi disposée à célébrer le rite prévu. Dès 4 heures de l'après-midi, les chariots commencèrent d'arriver à la cabane des Walker, et dans la soirée, après un barbecue mémorable, le violon de Lafayette Smith invita la compagnie passablement nombreuse à de grandes réjouissances chorégraphiques et grotesques dans la pièce unique qui était de bonne taille, mais pleine de monde. Les plus jeunes se permirent les aimables niaiseries de saison. De temps à autre, le vieux Wolf se mettait à hurler sur un ton de mauvais augure, lugubre, à vous donner la chair de poule, en entendant un glissando particulièrement spectral du violon aigre de Lafayette, instrument qu'il n'avait encore jamais entendu. Cependant, la plupart du temps, ce vétéran fatigué dormait au milieu de la joie générale car il avait dépassé l'âge de s'intéresser activement aux choses et vivait de ses souvenirs. Tom et Jenny Rigby avaient amené leur collie, Zeke, mais les deux chiens ne fraternisaient pas. Il y avait quelque chose qui mettait Zeke mal à l'aise. Il ne cessa de flairer à la ronde pendant toute la soirée avec curiosité. Audrey et Walker faisaient un beau couple quand ils dansaient. Grandma Compton aime encore se rappeler comme ils dansèrent ce soir-là. Leurs ennuis semblaient être provisoirement oubliés. Walker, rasé de près, pomponné, était tiré à 4 épingles d'une manière surprenante. Vers 10 heures, tout le monde ressentant une saine fatigue, les invités commencèrent à prendre congé, famille par famille, au milieu de fortes poignées de main, en se congratulant sur le bon temps qu'on avait passé ensemble. Tom et Jenny pensaient que les hurlements étranges que Zeke poussait en les suivant à leur chariot étaient dus à son regret d'avoir à rentrer à la maison. Cependant, Audrey disait qu'il pouvait être troublé par les tam-tams lointains, car ce martèlement était certainement désagréable après ses réjouissances. La nuit était très froide. Pour la première fois, Walker mit une grosse bûche dans l'âtre et la couvrit de cendres pour qu'elle tienne jusqu'au matin. Le vieux Wolf se traîna à proximité du foyer rougeoyant et ne tarda pas à sombrer dans son coma habituel. Audrey et Walker, trop fatigués pour penser à des talismans et à des sortilèges, se laissèrent tomber dans leur lit de sapin grossièrement raboté, et avant que le réveil bon marché posé sur la cheminée ait avancé de 3 minutes, ils étaient endormis. Et de très loin, le martèlement rythmé de ces diaboliques tam-tams continuait à leur parvenir, porté par le vent frais de la nuit. Arrivé à ce point de son récit, le docteur McNeil s'arrêta pour ôter ses lunettes, comme si un voile tendu devant le monde extérieur avait été susceptible de donner plus de netteté à ses réminiscences. « Vous allez bientôt vous rendre compte, dit-il, que j'ai rencontré énormément de difficultés à reconstituer ce qui s'était passé après le départ des invités. Au début, j'ai été très long à y parvenir. » Après un silence, il reprit son récit. Audrey avait fait des rêves terribles auxquels Yig était mêlé. Il lui apparaissait sous l'aspect de Satan tel qu'il est représenté sur les gravures bon marché qu'elle avait pu voir. Elle était, à vrai dire, en plein cauchemar quand elle se réveilla en sursaut pour trouver Walker déjà réveillé et assis dans le lit. Il semblait prêter l'oreille avec attention et la fit taire sans élever la voix quand elle lui demanda ce qui l'avait réveillé. « Écoute, Aude, dit-il à voix basse, est-ce que tu n'entends pas quelque chose qui chante, qui bourdonne, qui bruit? Tu ne crois pas que ce sont les criquets d'automne ?»
En effet, on entendait distinctement à l'intérieur de la cabane un bruit comme celui qu'il décrivait. Audrey décida de l'analyser. Elle fut impressionnée par un élément immédiatement horrible et en même temps familier qui planait à la limite des souvenirs. Et au second plan, réveillant une pensée affreuse, le martèlement monotone des tam-tams dans le lointain arrivait sans trêve à travers les plaines obscures sur lesquelles la lune, à son deuxième quartier, s'était levée. Walker, en supposant que ce soit la malédiction de Yig, elle pouvait le sentir trembler. Non, mon petit, je ne crois pas qu'il vienne comme ça. Il est constitué comme un homme, sauf si tu le regardes de près. C'est ce que dit le chef Aigle Gris. C'est quelque vermine qui est venu chasser par le froid du dehors par des criquets, je pense, mais quelque chose du même genre. Il faut que je les trouve et les écrase avant qu'ils avancent trop ou arrivent au buffet. Il se leva, chercha la lanterne qui était pendue à sa portée et fouilla dans la boîte d'allumettes clouée sur le mur à côté de la lanterne. Audrey s'assit sur le lit et regarda la flamme de l'allumette grandir pour devenir la lueur fixe de la lanterne. Alors, tandis que leurs yeux commençaient à embrasser l'ensemble de la pièce, les chevrons mal équarris furent secoués avec la même frénésie que celle du hurlement qu'ils poussèrent simultanément. Car le sol, plat et rocheux, apparaissant sous cette illumination nouvelle, n'était plus qu'une seule masse tachetée de brun, de serpents à sonnettes grouillant, rampant vers le feu et tournant même leur tête repoussante pour menacer celui qui portait la lanterne et qui était paralysé par la terreur. Audrey ne vit cela que l'espace d'un instant. Les reptiles étaient de toutes les tailles, en nombre incalculable, et appartenaient vraisemblablement à plusieurs espèces différentes. Et même pendant qu'elle regardait, 2 ou 3 serpents reculèrent leur tête comme pour se préparer à piquer Walker. Elle ne s'évanouit pas. C'est Walker, en tombant par terre, qui éteignit sa lanterne et la plongea dans l'obscurité. Il n'avait pas crié une seconde fois. Il était paralysé par la terreur, et il tomba comme frappé par une flèche silencieuse qu'un arc, qui n'était pas bandé par une main humaine, aurait décoché. Pour Audrey, l'univers se mit à tourner sur lui-même d'une manière fantastique, en se mêlant au cauchemar, d'où elle avait été tirée en se réveillant en sursaut. Il lui était impossible de faire le moindre mouvement volontaire. Elle avait perdu en effet toute volonté et tout sens de la réalité. Elle retomba inerte sur l'oreiller, espérant se réveiller bientôt. Pendant quelque temps, le sentiment de ce qui s'était réellement passé ne parvenait pas jusqu'à son esprit. Alors, petit à petit, elle se mit à soupçonner qu'elle était réellement réveillée. Et elle fut bouleversée par la montée d'un mélange de panique et de chagrin qui la fit hurler longtemps en dépit de l'inhibition qui la rendait muette. Walker était mort et elle n'avait rien pu faire pour le secourir. Il était mort des serpents exactement comme lui avait prédit la vieille sorcière quand il était petit. Le pauvre Wolf n'avait rien pu faire non plus. Il n'avait probablement pas même été tiré de sa torpeur sénile. Et à présent, ces choses rampantes devaient être en train de la chercher. Elle se glissait dans l'obscurité à chaque instant un peu plus près. Elles étaient peut-être en ce moment-là en train de s'enrouler autour de ses pieds et se glisser sur les couvertures de laine brute. Sans avoir conscience de rien, elle se glissa sous les draps et se mit à trembler. Ce devait être la malédiction de Yig. Il avait envoyé ses enfants monstrueux la nuit de la Toussaint et ils ont pris Walker le premier. Pourquoi ne pas s'être attaqué directement à elle? N'était-elle pas seule quand elle avait tué les petits serpents? Elle pensa alors à la forme de la malédiction décrite par les Indiens. Elle n'aurait pas été tuée, simplement changée en serpent tacheté. Elle serait donc comme ces choses qu'elle avait aperçues sur le sol, ces choses que Yig avait envoyé la chercher pour l'enrôler dans leur rang. Elle essaya de marmonner une formule magique que Walker lui avait enseignée, mais elle ne pouvait émettre aucun son. Le tic-tac bruyant du réveil se détachait sur le fond des tam-tams lointains, affolants. Les serpents mettaient bien du temps. Faisait-il exprès de traîner pour éprouver ses nerfs? À chaque instant, elle croyait sentir une pression persistante, insidieuse sur les couvertures, mais chaque fois, il se trouvait que c'étaient les contractions involontaires de ses nerfs surmenés. Le réveil faisait entendre son tic-tac dans l'obscurité, et un changement se produisit lentement dans ses pensées. Ces serpents ne pouvaient pas mettre si longtemps. Cela ne pouvait pas être des messagers de Yig, après tout, mais simplement des serpents comme tous les autres qui nichaient sous le roc et avaient été attirés par le feu. Ils ne venaient peut-être même pas pour elle. Peut-être s'était-il rassasié sur le pauvre Walker. Où était-il à présent? Parti? Lové près du feu? Continuant à ramper sur le corps de leur victime? La pendule faisait entendre son tic-tac et les tambours lointains continuaient à retentir. Elle a pensé que le corps de son mari gisait là dans cette obscurité d'encre. Un frisson d'horreur purement physique parcourut le corps d'Audrey. Cette histoire de Sally Compton à propos de l'homme du comté de Scott. Lui aussi avait été piqué par une nichée de serpents à sonnette, et que lui était-il arrivé?
Le poison avait fait pourrir les chairs, dilaté le corps, et pour finir, cette chose gonflée avait éclaté d'une manière horrible, en faisant un bruit abominable d'explosion. Qu'est-ce qui était étendu là, sur le sol du rocher? Instinctivement, elle sentit qu'elle se mettait à prêter l'oreille à quelque chose de trop horrible pour qu'elle puisse le nommer elle-même. La pendule faisait son tic-tac en conservant cette sorte de rythme moqueur, sardonique, celui du martèlement lointain apporté par le vent nocturne. Elle aurait voulu avoir une pendule à sonnerie pour savoir combien de temps durerait cette veille affreuse. Elle maudissait sa dureté, qui l'avait retenue de s'évanouir, et se demandait quelle sorte de soulagement l'aube lui apporterait. Après tout, les voisins passeraient probablement. Sans aucun doute, quelqu'un viendrait. La trouverait-il jouissant encore dans toute sa raison? En jouissait-elle encore pour l'instant? En écoutant avec une attention maladive, Audrey s'était immédiatement aperçue de quelque chose qu'elle devait vérifier avec toute la force de sa volonté avant d'y croire. Et elle ne savait pas si, une fois vérifiée, cette chose devait être accueillie comme favorable ou déplorable. Le martèlement lointain des tam-tams indiens avait cessé. Après tout, elle ne goûtait pas ce silence nouveau et soudain. Il s'entourait de quelque chose de sinistre. Le tic-tac bruyant de la pendule semblait anormal dans ce silence nouveau. Capable enfin de se mouvoir consciemment, elle écarta les couvertures de son visage et regarda dans l'obscurité en direction de la fenêtre. Le temps avait dû s'éclaircir après le coucher de la lune, car elle voyait l'ouverture carrée se détacher distinctement sur un fond de ciel étoilé. Alors, sans avertissement, se produisit ce bruit révoltant, indescriptible, le bruit mat de la peau crevée et du poison qui s'échappe dans le noir. Les obstacles qui lui interdisaient de parler sautèrent, et la nuit sombre se mit à renvoyer les hurlements frénétiques déchaînés d'Audrey. Le choc ne lui fit pas perdre conscience. Quel bienfait s'il en avait été ainsi. Pourtant, en entendant les échos de ses cris, Audrey voyait toujours en face d'elle la fenêtre carrée émaillée d'étoiles, et elle entendait le tic-tac de cette pendule effrayante, présage d'un destin funeste. Entendait-elle un autre bruit? Cette fenêtre carrée était-elle toujours un carré parfait? Elle n'était pas en état de vérifier le témoignage de ses sens ou de discerner entre la réalité et l'hallucination. Non, cette fenêtre n'était pas un carré parfait. Quelque chose empiétait sur le bord inférieur, et le tic-tac de la pendule n'était pas non plus le seul bruit de la chambre. Il y avait incontestablement une respiration lourde qui n'était ni la sienne, ni celle du pauvre Wolf. Wolf dormait très silencieusement, et sa respiration sifflante quand il était éveillé ne pouvait être confondue avec rien. Audrey vit alors se détachant sur les étoiles la silhouette sombre et démoniaque de quelque anthropoïde, la masse ondulante d'une tête et d'épaules gigantesques qui s'avançait maladroitement vers elle. « Va-t'en, diable serpent! Va-t'en, Yig! Je ne voulais pas les tuer! Je craignais qu'ils n'aient peur d'eux. Non, Yig! Je n'étais pas allé tuer tes enfants, ne viens pas me chercher, ne me change pas en serpent! » Mais la tête et les épaules à moitié informes allaient toujours vers le lit, en tanguant, dans le plus grand silence. Tout se détraqua instantanément dans la tête d'Audrey. En une seconde, l'enfant terrifiée se transforma en folle furieuse. Elle savait où se trouvait la hache pendue contre le mur, à l'un de ses clous tout près de la lanterne. Facile à atteindre, elle pouvait la trouver dans l'obscurité. Avant qu'elle ait pris une plus ample conscience des choses, la hache se trouvait entre ses mains et elle rampait vers le pied du lit en direction de cette tête et de ses épaules monstrueuses qui se rapprochaient à chaque instant. S'il y avait eu un semblant de lumière, sa figure n'aurait pas été agréable à voir. « Attrape ça !» Elle riait à présent d'un rire strident, et ses éclats de voix étaient de plus en plus aigus à mesure qu'elle voyait les étoiles. De l'autre côté de la fenêtre, cédait la place à cette lueur pâle qui annonce l'aube. Le docteur McNeil épongea la transpiration sur son front et remit ses lunettes. J'attendais qu'il reprenne, et comme il restait silencieux, je demandai d'une voix faible. « Elle vivait? L'a-t-on retrouvée? A-t-on eu une explication ?» Le docteur s'éclaircit la voix. Oui, elle vivait. Si l'on veut. Et on a eu une explication. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sorcellerie dans tout ça. Simplement une horreur cruelle, pitoyable mais matérielle. C'est Sally Compton qui a tout découvert. Elle était venue à cheval jusqu'à la cabane des Davis le lendemain après-midi pour reparler avec Audrey de la petite fête, quand elle remarqua qu'il ne sortait pas de fumée de la cheminée. C'était curieux, le temps était redevenu très tiède, mais à part ailleurs, Audrey préparait toujours un repas. Les mules faisaient dans la grange le bruit de bêtes qui ont faim, et pas de tracé du vieux Wolf qui habituellement
se chauffer au soleil devant la porte, à son endroit favori. Dans l'ensemble, Sally n'aimait pas l'aspect de l'endroit. C'est donc avec timidité et hésitant qu'elle mit pied à terre et frappa. Elle n'obtint aucune réponse, mais attendit un peu avant d'essayer d'ouvrir la porte rudimentaire, faite de rondins de refendus. Le loquet apparemment n'était pas tiré. Elle poussa lentement la porte, alors, devant ce spectacle, elle recula, le souffle coupé, et s'accrocha au montant de la porte pour recouvrer son équilibre. Une affreuse odeur s'échappa dès qu'elle eut ouvert la porte, mais ce n'était pas cela. C'était ce qu'elle voyait, car dans cette cabane plongée dans la demi-obscurité, des choses monstrueuses s'étaient passées, et 3 vestiges effrayants restaient sur le sol pour épouvanter et déconcerter le spectateur. Près du foyer éteint se trouvait le grand chien, des lésions violettes sur la peau, causées par la gale et le grand âge, et la carcasse entièrement gonflée sous l'action du venin de serpent à sonnette. Il avait dû être piqué par une légion de reptiles. À droite de la porte se trouvaient les restes complètement hachés de ce qui aurait dû être un homme, vêtu d'une chemise de nuit, avec dans une main crispée les débris d'une lanterne. Il n'y avait sur lui aucune trace de morsure de serpent. À côté se trouvait la hache ensanglantée et abandonnée. Se tortillant sur le sol, il y avait une chose repoussante, à l'œil vide, qui avait été une femme, mais qui n'en était plus que la caricature, muette et folle. Tout ce que cette chose pouvait faire, c'était siffler. 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 Le docteur et moi nous épongions sur notre front des gouttes de sueur. Il versa quelque chose d'un flacon posé sous son bureau, en but une gorgée et m'entendit un autre verre. Je pus seulement suggérer en tremblant d'un air stupide. Ainsi, la première fois, Walker s'était simplement évanoui. Les hurlements l'avaient fait revenir à lui, et la hache avait fait le reste. Oui, le docteur McNeil parlait bas. Mais il devait tout de même sa mort au serpent. La peur avait joué de 2 manières. Elle l'avait fait s'évanouir, elle l'avait conduit à faire ingurgiter par sa femme des histoires folles qui l'avaient amené à frapper quand elle avait cru voir le démon serpent. Je réfléchis un moment. Et Audrey, la façon que la malédiction de Yiga eut, semble-t-il, de se manifester sur elle, n'est-elle pas curieuse? Je suppose que cette impression de serpent sifflant lui avait été profondément inculquée. Oui. Au début, elle a eu des moments de lucidité qui se firent de plus en plus rares. En poussant, ses cheveux étaient devenus blancs à la racine, et par la suite, ils se mirent à tomber. La peau se couvrit de taches, et quand elle est morte... Je l'interrompis en sursautant. « Elle est morte? Alors, qu'est-ce que c'était que cette chose que j'ai vue en bas ?» Le docteur McNeil prit un ton grave. « C'est ce qui est né d'elle, 9 mois plus tard. Et il y en avait 3 de plus, dont 2 encore pires. Mais celui-ci est le seul à avoir vécu. »